Merci d'être présent au OVH Summit. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et on va creuser un petit peu le sujet de l'intelligence artificielle et comment ça va révolutionner votre business en démarrant aujourd'hui. Alors vous l'avez vu ce matin dans la keynote, on a parlé énormément de data, d'AI. Et tout ça pour vous dire qu'on rentre dans une nouvelle révolution industrielle. Tout ça, ça a commencé avec la systématisation de ce que pouvait faire l'humain, la force de nos bras, par la vapeur. Puis tout ça, on a commencé à le standardiser, à l'appliquer à l'industrie, de façon systématique. Ça, c'est la deuxième révolution industrielle. La troisième, c'est le moment où on a commencé à amener à ces systèmes de production un début d'intelligence avec l'électronique, l'informatique. Tout ça programmé. Et la quatrième révolution qui s'affiche devant nous, c'est celle du big data, de l'intelligence artificielle et la deuxième ère de la robotique, où les systèmes vont pouvoir se comporter de façon autonome, bien plus autonome qu'avant. Et de ce que vous pouvez voir sur le graphique, c'est que ça va en s'accélérant. Les cycles se rapprochent. Et ça, on va en discuter un petit peu plus tard. Alors, on va démarrer un petit peu sur l'AI en discutant de ce que l'humain voit de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle, c'est aussi un vieux fantasme humain de pouvoir, en quelque sorte, se cloner avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Alors évidemment, j'adore Schwarzenegger, j'ai été obligé de mettre une petite photo de lui. Dans ce cas-là, l'intelligence artificielle a légèrement dérivé et veut juste détruire le monde. Ok, fantasme, hein. Le deuxième film dont je vous parle, c'est Her, un film qui est sorti il y a quelques années et qui est peut-être un petit peu plus proche de ce qui est en train de se passer dans l'intelligence artificielle, où les machines commencent à imiter les émotions. J'ai bien dit imiter. Commencent à reproduire des comportements humains. Je ne vais pas spoiler la fin, mais globalement, l'intelligence artificielle dans ce film-là commence à avoir une forme d'intuition humaine. Et c'est à peu près le tournant qu'on est en train de subir aujourd'hui. Puis évidemment, il y a énormément de séries aussi de fiction sur Arte. Je vous ai mis celle-ci parce que je l'aime beaucoup, mais je vous laisserai les regarder plus en détail. Il y a une chose qui est sûre dans tout ça, c'est que quelque chose est en train de se passer. Il y a la fiction, puis il y a la réalité. Et entre les deux, il y a tout ce qu'on peut lire et voir sur Internet, dans les médias, à la télé, dans les séries. Mais ça démontre quand même que quelque chose se passe. Des personnalités assez connues commencent à se confronter sur des points de vue d'intelligence omnisciente, comme Elon Musk, Mark Zuckerberg. On parle de robots capables d'écrire des articles, ou encore d'intelligence capable, par exemple, de générer la meilleure bière du monde. J'adore. Mais en réalité, derrière tout ça, c'est mon quotidien. C'est ce que je vis. Et je pense que tous les gens qui font de l'AI sont en train de faire ça. Il y a ce qu'on raconte, puis il y a ce qu'on fait. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ça, on va le regarder à travers une journée, une petite journée avec l'AI. Vous savez, ce genre de journée, vous avez pris la journée complète off pour aller faire la to-do list. Faire les courses, aller chez le médecin, aller à la banque, puis finalement un petit peu se poser à la maison. Eh bien, c'est ce petit cheminement qu'on va regarder ensemble avec des cas pratiques. Ma journée, elle commence
Évidemment, pour prendre ma voiture, je vais me rendre dans ma grande surface préférée. Et pour ça, je prends mon véhicule autonome. Et pourquoi l'intelligence artificielle, en ce moment, est en train de révolutionner le monde du transport? Eh bien, parce que grâce au deep learning, vous vous souvenez, l'intuition dont on discutait, la voiture est en capacité de voir. Elle peut voir d'autres véhicules. Elle peut voir des piétons. Elle peut avoir toute cette intuition que vous avez mis un certain temps aussi à acquérir quand vous avez passé votre permis. Très bien. Donc je ne touche plus à rien, ma voiture conduit et m'amène à ma grande surface préférée. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'AI est une révolution dans le monde du retail. Mais en fait, vous n'allez rien voir. C'est ça le but, que vous ne voyez rien. Tout ça, c'est caché. Parce que les rayons ne sont plus vides. Il n'y a plus de rupture. On en a parlé ce matin, avec la soupe à la tomate, qui a été substituée par un produit similaire. Parce que mes systèmes de gestion sont capables de comprendre les descriptions des produits et de trouver des similarités. Ils sont capables d'anticiper les flux de mes clients. Et donc de savoir la consommation, sur quel produit elle va s'appliquer et comment je vais pouvoir anticiper tout ça. La connaissance client, évidemment. J'ai la chance d'avoir un petit garçon, il y a 1 an. Et ce que j'ai envie de savoir, moi, ce n'est pas les offres pour les personnes du 3e âge. C'est les offres qui correspondent à ma vie, à mon enfant. Et ça, c'est la connaissance 360 du client. Me donner les meilleures offres, au meilleur moment, les meilleurs produits. Et ça, on peut le faire grâce à l'intelligence artificielle. Le 3e élément, c'est le self-checkout. On entend beaucoup parler, c'est le buzz en retail. Grâce aux caméras, encore une fois l'intuition, je suis capable de comprendre le mouvement des gens, les gestes. Lorsque je prends sur une étagère un produit et que je le mets dans mon caddie, puis finalement que je le remets. Toutes ces tâches-là, il y a quelques années, c'était inenvisageable. Et grâce au deep learning, aujourd'hui, on est capable de traiter ces éléments-là grâce aux capacités de calcul hyper puissantes des ordinateurs. Bon, je suis allé faire mes courses. Partie moins drôle, je dois aller voir le médecin. Et là, je suis sûr que vous en avez tous entendu parler ici. La révolution qui est en train de se passer dans la médecine. Et comment je le vois, moi, c'est qu'il y a 2 éléments qui vont changer fortement. Le premier élément, c'est le diagnostic. Grâce aux capacités des ordinateurs pour lire des publications et les résumer, trouver des cas rares et pouvoir les remonter, la gestion de nos antécédents médicaux, notre historique médical, eh bien tout ça, ce sont des éléments dont un médecin n'aurait pas forcément connaissance. Et grâce à ça, on va pouvoir améliorer la qualité des soins du patient, la rapidité des soins. On n'est pas en train de remplacer le médecin, hein. On est en train de lui donner les meilleurs outils pour qu'il puisse faire le mieux son travail et mieux traiter les patients, améliorer la qualité de vie. Le deuxième élément, c'est le traitement. On va être en capacité, bientôt, de réduire la surface à irradier lors du traitement du cancer. Le médecin arrive, spécialiste dans le traitement du cancer, un oncologiste, détecte la tumeur. Et là, il vous donne une prescription pour 1 mois de traitement en chimio. Le truc, derrière tout ça, c'est que la zone affectée par le cancer est par exemple située au niveau du foie. Mais votre foie, il change de place tous les jours, en fonction de la vie quotidienne, de votre état de santé. On va donc être obligé d'irradier une zone plus large que celle qui a été détectée sur l'IRM.
Eh bien, grâce à la capacité de vision des ordinateurs, vous allez pouvoir repasser dans ces systèmes-là chaque jour, chaque 2 jours, chaque semaine, pour relocaliser la tumeur et envoyer les rayons aux bons endroits, diminuer la zone de radiation pour améliorer la qualité de votre vie. On n'a pas remplacé le médecin, on n'a pas remplacé le radiologue, on a juste amélioré la qualité de vie du patient. Après mon médecin, je vous rassure, tout va bien. Je vais aller voir ma banque. Parce qu'elle aussi, elle est affectée par la révolution de l'intelligence artificielle. En finance, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne sait pas encore complètement comment le gérer, mais c'est ce qu'on appelle les modèles non linéaires. Et on va utiliser les algorithmes de deep learning pour empiler un certain nombre de modèles mathématiques et se rapprocher du comportement du marché. Ça, c'est grâce aux nouvelles méthodes mathématiques amenées par le deep learning et les réseaux de neurones plus généralement. L'autre élément, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est ce qu'on appelle le Q-learning, l'apprentissage par renforcement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va punir un réseau de neurones quand il prend la mauvaise décision, et on va lui donner un petit bonbon quand il a pris la bonne décision. Et ça, c'est magique. Parce que quand je fais du trading, finalement, ce que je veux savoir, c'est si j'ai pris la bonne décision ou pas. Eh bien, tous ces systèmes-là sont en capacité d'optimiser les réseaux basés sur ce concept. Alors évidemment, tout ça, ça amène une rapidité de décision, une augmentation de la fiabilité des décisions, tout en ayant l'humain dans la loupe. Et c'est ce que fait un de nos clients, Predixis. Cette société est notre client depuis quelques années et analyse toutes les décisions de jurisprudence qui ont été prises. Va corréler ça avec le cas qui nous est spécifique et donner un certain nombre de probabilités sur les issues des décisions par rapport à votre cas. On n'a pas remplacé l'humain, on n'a pas remplacé le juge, on n'a pas remplacé l'avocat. On a amélioré la rapidité de décision et augmenté la qualité de la décision. Et ça, c'est aujourd'hui, hein. C'est pas Terminator. Alors, c'était une journée bien riche. Et je vais me reposer à la maison. Et moi, ce que j'adore, c'est naviguer sur Internet. J'adore trifouiller. Et pour ça, j'utilise des engins de recherche. Ça, c'est ce que je déteste voir. Insupportable. Ça, c'est ce que j'adore voir. Eh bien, l'engin de recherche va retenir ce que j'aime, mes préférences, et va non seulement se baser sur les mots, le lexique utilisé dans la page, mais il va également se baser sur l'intuition. Pourquoi? Parce que distinguer que cette page-là n'est pas très accueillante et que celle-ci l'est, ce n'est pas du code. Vous avez pris quelques millisecondes pour vous rendre compte que celle-ci n'était pas très accueillante, on est d'accord? Eh bien, l'ordinateur va être capable, avec son intuition, de détecter la beauté. Alors bien sûr, c'est relatif à mes choix, à moi, mais ça va faciliter mon quotidien. Et comme vous avez vu, tous ces changements, c'est en ce moment que ça s'opère. Et la 4e révolution industrielle, qui est en train de se passer aujourd'hui, elle est extrêmement rapprochée de la 3e. Et ça cause des problèmes éthiques. Ça cause des problèmes pour la société. Quand je dis des problèmes, je parle de questions, pas des problèmes insolvables, des choses auxquelles on doit être sensible. Par exemple, les différentes générations qui vont subir cette intelligence artificielle
ou l'accueillir. Et là, vous allez trouver quelque chose d'un peu étonnant. Mais est-ce qu'on ne serait pas dans un cycle d'innovation inversée? Qu'est-ce que c'est que l'innovation inversée? Eh bien, c'est quand une société ou une tranche de la société est plus amène de recevoir une innovation qu'une autre tranche qui, à l'origine, était plus susceptible. Je m'explique. La génération des plus jeunes, comment seront-ils réceptifs à l'IA? S'ils sont natifs de l'IA, évidemment, ils vont bien réagir. Comment moi, qui ai 30 ans, je vais réagir à ça? J'ai programmé toute ma vie. J'ai programmé, puis j'ai tapé les adresses Internet. Est-ce que je suis capable de faire la transition en demandant à un bot verbal de m'afficher une page web? Je ne suis pas certain. Peut-être pas encore. Mais si je prends une génération de personnes plus âgées, j'en parlais encore avec mon grand-père la semaine dernière. Il m'a dit, moi j'ai arrêté l'ordinateur, j'arrive pas à taper les adresses. À chaque fois que je tape les adresses, ça ne fonctionne pas. Je le comprends, hein, HTTPS, // etc. C'est pas toujours très simple. Mais est-ce que lui ne serait pas susceptible à mieux accueillir l'intelligence artificielle que moi? Il est passionné de photos, passionné de caméscope. Dis donc, montre-moi les dernières photos des caméscopes dernière génération. Ça s'affiche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation inversée. Et c'est des choses qui ont déjà été vécues. Par exemple en Afrique, avec la téléphonie. Pas de téléphone. Il y a eu des tentatives pour le téléphone fixe. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils ont un taux d'adoption du mobile qui est bien supérieur au nôtre. La même chose avec le paiement en Asie. Paiement mobile. On utilise tous la carte bancaire. Est-ce qu'on est réceptif au paiement mobile? Peut-être pas encore. En Asie, la carte bancaire est passée à la trappe. Ils sont passés directement à du paiement mobile. Est-ce que ce n'est pas ça l'innovation inversée que de sauter un certain nombre de générations d'innovation pour atteindre la dernière techno? Tout ça pour vous dire que chez OVH, on considère que atteindre l'intelligence artificielle, ça prend 4 étapes. La première, c'est la collecte. Parce que vous l'avez compris, ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont extrêmement consommateurs en données. Cette donnée-là, il va falloir la stocker. On va l'opérer ensuite via des référentiels, des data warehouses, des ERP, de la BI plus classique, descriptive de mon business. Au moins, j'ai une vue de ce qui se passe dans mon business aujourd'hui. Ces 3 premières étapes, c'est 90% du problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'OVH a annoncé ce matin le connecteur universel de données. Nous, ce qu'on pense, c'est que cette étape-là, c'est le démarrage de l'AI. Vous devez collecter la donnée. Et ça doit être industrialisé. Ça doit être un process, ça doit être juste quelques clics. Ça ne doit pas être des discours sans fin. Ça ne doit pas être des négociations sans fin. Ça doit être quelques clics. Parce que des bases de données, vous en avez 300. Demain, vous en aurez 700 parce que vous allez faire grossir avec nous et vous allez faire du merge and acquisition. Vous allez racheter une société aussi grosse que la vôtre. Et vous auriez beau consolider votre SI en amont, la société que vous allez racheter, elle va avoir des silos. Elle va faire de la consolidation de données, de la convergence de systèmes. Ça nous amène sur la deuxième étape, le stockage. Et là, dans le stockage, il y a un enjeu énorme. Vous l'avez vu dans la keynote, il y a une explosion de la quantité de données dans les futures années. 2 choix. Soit je trouve un très bon maçon qui est capable de pousser mes murs dans mon DC. Je n'ai pas d'adresse pour l'instant. La deuxième solution, c'est d'aller dans le cloud. Et d'utiliser vos systèmes SI traditionnels, grâce à la collecte, d'emmener toutes ces données dans le cloud pour être capable de grossir rapidement, en quelques clics, avec des infrastructures scalables. Tout ça pour opérer vos systèmes
vos ERP Data Warehouse, par exemple, sur du serveur dédié. OK. Pour l'instant, on n'a pas de valeur, mais on a déjà une bonne base pour travailler. On a ce qu'on appelle un data lake. Nous, ce qu'on cherche à faire dans cette conférence, c'est vous parler d'IA. Et pour l'instant, je vous ai juste parlé de données. Eh bien, l'IA, elle arrive juste ici. Il va falloir que je leverage la valeur de mes données, que je lui donne une impulsion. Pour l'instant, je n'ai fait qu'utiliser la donnée ce à quoi elle était destinée. OK ? Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va croiser des données qui n'étaient pas faites pour être ensemble, à l'origine. Et ça va nous permettre d'atteindre la valorisation de la donnée. L'AI, le deep learning, les réseaux de neurones récurrents. Je vous place toutes les architectures qui vont bien avec. Et c'est là que vous allez faire la différence. Aujourd'hui, ça, c'est 80% du boulot. Demain, ça devrait être 20, voire 10% seulement de votre boulot. Parce que les compétiteurs, ils sont là. Et c'est là qu'on fait la différence. Le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est que ça, c'est intéressant. Il faut un cloud provider qui ait une vision sur le sujet. Mais ça, quand vous allez demain dans votre SI, il faut absolument que vous ayez une stratégie pour le traiter, en respectant toutes les règles de privacy, les réglementations, l'éthique qui va avec. Ça, je vous en parlais un peu avant, les legacy, une base de données web, une base de données physique, une base de données mobile, des données externes, et puis on va continuer à en avoir plein. Le big data va venir pour réconcilier ces systèmes. Il va casser les silos et faire converger les infrastructures. Deuxième élément, c'est l'analyse descriptive. Ce que j'expliquais avant, avoir une idée de ce qui se passe sur le business. C'est déjà une grosse étape. Et là arrive la data science. J'ai mis hashtag buzzword, je vous les sors tous. Machine learning. C'est ce que j'expliquais ce matin, on utilise les données du passé et du présent pour prédire le futur, anticiper. Le deep learning. On utilise les capacités des ordinateurs, dernière génération, pour avoir des opérations intuitives qui vous prennent, vous, quelques millisecondes. Comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a quelques années, pour un ordinateur, c'était quasi impossible. Maintenant, c'est quasi intuitif. Et puis l'expert, j'en parlais, on parle de système expert, de règles de gestion, data analyst, business analyst. Tout ça, dans tout ça, l'humain doit rester au cœur de votre stratégie d'intelligence artificielle. On ne remplacera pas l'humain. Et Tim O'Reilly, un évangéliste bien connu dans la tech, disait que les personnes qui prédisent que l'emploi va être détruit par l'AI, eh bien, peuvent regarder dans le passé et voir ce qui s'est fait avec les ordinateurs. On a dit exactement la même chose. Et pourtant, on n'a jamais vu autant d'emplois dans l'informatique, dans les sociétés de conseil pour accompagner tout le monde. Est-ce qu'on a détruit de l'emploi? Moi, ce que je vois, c'est que ça a généré tellement d'emplois. Et Alex, juste avant, vous l'a présenté aussi. L'AI, ça va être un shift. C'est une tournure à prendre. Ça ne va pas casser les emplois. Ça va générer un autre type de business. Peut-être du conseil, peut-être de l'aide à la personne, peut-être de l'accompagnement, peut-être de l'éthique. C'est nouveau, hein, mais ça ne cassera pas l'emploi. Là, je vous donne un petit jeu. C'est de placer votre société sur ce tableau avec les 5 niveaux de maturité. Maturité 1. Vous êtes capable de décrire ce qui se passe dans votre business. C'est déjà compliqué. Si vous avez grandi rapidement, avec des acquisitions, c'est déjà une étape assez compliquée à franchir. Maturité 2, vous avez commencé à processer cet élément et à industrialiser le fait de casser les silos. C'est le big data. Vous êtes peut-être rendu là. Peut-être rendu aussi au niveau 3. Vous avez commencé à traiter ces données, à anticiper un petit peu. Je parlais de chiffre d'affaires, de visites en magasin, des clusters de clients.
OK. Deep learning. Ça, c'est assez nouveau. Certains d'entre vous sont rendus là. On va utiliser les capacités importantes des ordinateurs pour avoir de l'intuition. Vous avez vu des applications pour le business. 4e niveau de maturité. Puis le 5e, c'est qu'on commence à réconcilier tout ça, qu'on a une vraie stratégie, qu'on a rajouté l'humain au centre, et qu'on arrive à des systèmes de recommandation, de préconisation. Mais ça prend de la formation, de l'accompagnement. Ça ne vient pas tout seul. Alors vous êtes placé là-dessus, à différents niveaux de maturité. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le niveau 4, qui est le deep learning, qui est la révolution. Donc le deep learning, c'est la révolution parce que on a des capacités de calcul suffisantes et que les architectures mathématiques qui ont été mises en place imitent la nature avec le biomimétisme. Et ça, je vais le comparer à un avion. Avec un avion, on essaie juste d'imiter un oiseau. Eh bien, les réseaux de neurones artificiels vont chercher à imiter un cerveau humain. Les synapses, les neurones, les axones. OK? C'est une imitation. On n'est pas en train de reproduire un cerveau humain. On imite. Et de la même manière qu'on a imité un oiseau avec des tonnes d'acier, il va nous falloir énormément de data pour imiter un cerveau. Un avion sans les plans, ça ne sert à rien. Un réseau de neurones sans l'architecture, ça ne sert à rien. Du matériel, des tonnes d'acier avec les plans, ça commence à servir à quelque chose. L'intelligence artificielle, sans tous ces pétabits de données, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les 3 premières étapes, la collecte, le stockage et l'opération. Parce que avoir ça et avoir ça, c'est simple. Celui-là, il faut se lever un peu plus tôt. Globalement, les outils, le cloud provider, il est là pour vous. Parce que les GPU, les TPU, les FPGA, globalement, les technologies d'intelligence artificielle, elles évoluent tous les jours. Et la question, c'est est-ce que vous allez investir en capital sur des technologies qui bougent systématiquement? Ou alors, est-ce que vous allez vous concentrer sur vos opérations et laisser ce capital risque à un cloud provider? Bien sûr, j'arrête pas d'en parler, l'expert, l'humain, toujours au cœur de la stratégie de l'AI. Pourquoi? Bien pour ça. Muffin chihuahua, classique. Pomme et chouette. Chien et serpillière. Guacamole et perroquet. Bon là c'est marrant, hein. Vous vous souvenez le médecin que je suis allé voir tout à l'heure? C'est un petit peu moins marrant, hein. Si jamais il se trompe d'endroit sur la localisation de ma cellule cancéreuse, ça va être un peu plus complexe. Et c'est pour ça qu'il y a besoin des experts, pour superviser, améliorer. Là, on va rentrer dans la technique. Comprendre comment on construit un réseau de neurones spécialisé pour votre business. Et ça va vous permettre de comprendre le business model qu'il y a derrière, pour vous. Quand on construit un réseau de neurones, on veut qu'il soit spécialisé pour notre métier. Et je vous ai parlé des pétabits de données. Eh bien, ici, on va construire ce qu'on appelle un General Classifier, un système de classification générale, générique, qui regarde les chouettes et les pommes, qui regarde les chihuahuas et les muffins. Comment est-ce que je rends cette intelligence accessible pour la médecine? Est-ce que je re-rentre tous les concepts à l'entrée, ce qui demanderait encore plus de données, et que j'espère rebuilder tout ce modèle-là et en sortir quelque chose de spécifique à la médecine? Ou bien, est-ce que je fais comme à l'école?
quand le professeur m'explique quelque chose et me fait un parallèle entre une matière et une autre. Par exemple, dans la physique et les maths. Ça arrive tous les jours. Eh bien, on va faire la même chose en intelligence artificielle. On va utiliser des concepts généraux sur la vision. On va laisser l'intelligence artificielle s'entraîner sur plein de données. Et elle va commencer à comprendre des concepts. Le coin, un rond, un trait, un oblique. Puis elle va superposer ces couches. Puis finalement, des courbes qui s'assemblent, ça donne une roue. Ça donne peut-être une lentille de caméra. Ça donne une chaise. Un coin, ça commence à donner un écran. Puis si j'assemble des coins, des ronds et tout ça, finalement, je commence à construire des objets. Eh bien, cette compréhension, on va la réexploiter. On va faire du fine-tuning. On va rajouter de nouvelles données qui sont spécifiques à votre métier, éventuellement quelques règles, et ça, c'est votre expert qui va vous aider là-dedans. On va repasser dans une plus petite boîte, mais qui vous appartient. Et on va réexploiter ces concepts de rond, de coin, d'oblique, de droite, appliqués par exemple à la médecine. Et ça va nous donner ce qu'on appelle un simple classifier, qui va être spécifique à votre business. Comment est-ce que je l'opère au quotidien? Voilà, ça demande quand même des grosses machines. On l'a appelé simple, hein. Ça demande des grosses machines. L'autre, c'est quelques mois de calcul. Celui-là, c'est quelques jours de calcul. Simple, hein. Eh bien, une fois qu'on l'a construit, ce réseau de neurones, spécifique à mon business, ça va générer en quelque sorte une matrice de décision qui pourrait être un fichier. Pour exemple, le cancer. Eh bien, je vais détecter des ronds et je dis, si j'ai tant de pourcents de ce calque qui ressemble à un rond, puis tant de pourcents de ça qui ressemble à un oblique, ça ressemble pas mal à un cancer. Oui, cancer. Et je fais rentrer un certain nombre de paramètres en haut, et je lis un certain nombre de décisions de l'autre côté. Cette matrice, entre guillemets, compressée, je vais pouvoir l'embarquer dans mes systèmes, dans ma robotique, dans mon magasin, dans ma voiture, ou dans des systèmes qui servent à faire ce qu'on appelle de l'inférence. Des systèmes qui vous permettent d'appliquer cette matrice de décision sans systématiquement refaire le cycle complet d'intelligence. C'est ce qu'on appelle GIE quand on travaille avec des GPU. GPU, inférence at runtime. C'est comme ça que les voitures vont être connectées sans être connectées. On va envoyer le modèle de décision à la voiture va rouler, va appliquer les décisions basées sur le modèle qu'elle a reçu précédemment dans son ordinateur de bord. J'avance, un piéton. La voiture ne l'a pas détecté. Pied sur le frein. Je rentre chez moi le soir. La voiture se reconnecte au cloud et dit, tiens, c'est étonnant. Il y a une situation aujourd'hui inhabituelle. La personne a freiné dans ces conditions-là. On envoie tous les logs sur le cloud. Et ça, c'est avec des milliers de voitures. On repasse dans le système, les tuyaux de classifier, on dit, tiens, cette situation-là, elle n'est pas arrivée qu'à lui, elle est arrivée à lui, lui. On régénère une matrice de décision et on la renvoie à la voiture. Système embarqué. Le lendemain, situation quasi similaire, le système freine. Et nous, on pense que ça va changer beaucoup de paradigmes. La façon dont vous allez négocier les contrats avec vos opérateurs télécoms. La façon dont vous allez traiter les workloads dans le cloud. La façon dont vous allez négocier les cartes sur vos objets connectés, la puissance qui va y être associée. Alors vous vous rendez compte qu'on est quand même assez loin de ce qu'on appelle le mythe de la singularité.
d'une intelligence à la Terminator, omnisciente, qui nous contrôle tous. On est quand même très loin de ça. En fait, on est plus proche de ça. En ce moment, les réseaux de neurones, il y a autant de neurones dans un réseau de neurones actuellement qu'il y en a dans une abeille. Et je vais prendre Yann Lequin, chercheur français, directeur du Facebook AI Research Group, qui parlait d'un podcast il n'y a pas longtemps, vous voyez, 3 septembre. Qu'est-ce qu'il disait? Le cerveau est 1 million de fois moins efficace que les meilleures appliances aujourd'hui. Alors j'ai fait des petits calculs, je me suis amusé, j'ai repris ça. Il dit le cerveau, c'est 1 hexaflop de capacité, 10 puissance 18 opérations par seconde. Ça, c'est votre cerveau. C'est incroyable, hein, on est assis là, on ne se rend pas compte de la capacité de calcul. Je peux faire mon propre data center avec mon cerveau. Consommation électrique, une ampoule de 25 watts. C'est pas cher, hein? Bon rendement. Si je dois le faire moi-même avec des réseaux de neurones artificiels, ça me prendrait l'équivalent de 10 superordinateurs aujourd'hui. 10 superordinateurs pour reproduire un cerveau. Le coût du superordinateur, c'est déjà une chose. Maintenant, la consommation, c'est une tranche de centrale nucléaire. Vous êtes assis sur une tranche de centrale nucléaire avec 10 superordinateurs et ça fait quelques grammes. Incroyable, hein? Alors vous en pensez quoi de l'intelligence artificielle omnisciente qui nous contrôle tous, qui contrôle 7 milliards de cerveaux? Ça va en faire des centrales, hein? On est loin de ça. Mais dans tout ce process-là, nous, ce qu'on veut, c'est que vous vous concentriez sur votre business. C'est pour ça que nous, on a essayé de vous offrir le meilleur du matériel. Ces technologies, elles évoluent. La quantité de données, elle évolue. Les algorithmes évoluent. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est que les murs, eux, ils sont fixes. Dans le cloud, OVH il vous propose des appliances spécialisées dans le high performance computing, le big data. On est compatible avec les plus grands standards du marché. Vous pouvez vous concentrer sur votre business, on s'occupe de l'infrastructure. Deuxième élément, pour le deep learning, on l'a vu juste avant. Aujourd'hui, c'est 10 superordinateurs pour faire un cerveau et une tranche de centrale nucléaire. Qu'est-ce que ça sera demain? Un superordinateur? Vous vous souvenez, ce matin, je vous disais que l'appliance qu'on vient de vous annoncer, le NVIDIA, équivalent à 800 CPU, presque 1 pétaflop de capacité de calcul, c'était pareil, quasiment, que le superordinateur, le plus gros superordinateur d'il y a 10 ans. Et là, je viens de vous annoncer juste avant qu'un cerveau, c'est l'équivalent de 10 superordinateurs d'aujourd'hui. Est-ce que dans 10 ans, seulement 10 de ces machines très puissantes pourront remplacer l'équivalent d'un cerveau humain? Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez investir aujourd'hui en CAPEX pour quelque chose qui, dans 10 ans, ne sera plus viable? C'est pour ça que le cloud existe. On prend les risques, on les répartit, et on vous laisse vous concentrer sur votre business et sur vos opérations. On a aussi des offres qui vous permettent de vous concentrer sur votre métier. Parce que, avec l'expérience, nous aussi, on a eu à opérer ces systèmes-là. On a eu à gérer notre métier. Et on s'est rendu compte que vous avez beau casser tous les silos que vous voulez, parfois, il y a aussi des silos humains. Et on n'a pas tous les mêmes enjeux. On n'a pas tous la même vitesse de time to market au sein même des organisations. Le HPC, le big data, c'est quelque chose de très important que l'IT doit maîtriser. Mais tout ce qui va être machine learning, data science, est-ce que ce n'est pas le métier qui doit être en capacité
de s'exprimer au quotidien, de se rapprocher de ses clients, de se rapprocher de la finance, de se rapprocher du risque. Eh bien, on a aussi des offres qui vous apportent la flexibilité du public cloud, des instances que l'on démarre, qu'on éteint, en quelques clics, avec des offres packagées pour ne pas faire d'administration de système, pour que l'IT puisse se concentrer sur ce qui a de la valeur, les grosses infrastructures, pour elle, et que le métier se concentre sur sa valeur. L'analyse, c'est ce qui est important pour le métier. C'est pour ça qu'on vous propose du pay-as-you-go, des environnements packagés, sans administration, avec des capacités de calcul qui sont tout de même largement suffisantes pour vos data analystes. Et s'ils ont besoin de mettre en production, l'IT, elle est là pour ça. J'ai fini mon modèle, j'ai fini ma simulation, go live. IT, HPC, grosse performance, grosse opération. On joue dans une autre cour. Alors maintenant, c'est à vous de jouer avec votre cerveau et de jouer avec l'intelligence artificielle. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Pour la suite, vous allez avoir Vincent Terrassi, qui est le Head of Data chez OVH, et il va vous parler avec Rémi Bacha de tout ce qui est SEO et comment le SEO révolutionne, la data révolutionne le SEO, comme je vous l'ai montré juste avant, avec les engins de recherche. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.